crise de caractère global et d'une portée historique énorme. C'est primo la crise financière et économique, c'est deuxièmement la crise de l'environnement, avant tout et en premier lieu la crise du climat, et troisièmement c'est la crise énergétique, c'est-à-dire que la base des sociétés de ce monde énergétique, c'est le pétrole, et nous savons tous que dans peut-être 20 ans ou 50 ans, il n'y aura plus de pétrole, donc il faut changer la base énergétique de ces sociétés. Et bien sûr, ces trois crises, nous utilisons même l'expression triple crise, sont interconnectées entre eux, et moi je vais me concentrer sur les relations finance et environnement. Je vais faire ça dans trois aspects. Le premier, je l'appellerai le fait d'absorption dans la capacité de résoudre la crise environnementale et climatique à cause de la crise financière et économique. Le deuxième point sera sur la financiarisation et ensuite je viendrai sur les alternatives. Nous savons tous que la crise du climat et de l'environnement s'aiguise chaque jour, que tous les pronostics avec lesquels nous avons travaillé dans le passé, par exemple sur l'effet de serre, étaient trop optimistes. Et nous savons tous que ce sera plus possible jusqu'en 2050 d'atteindre ce but que nous avions défendu depuis des années, de restreindre l'effet de serre à 2 degrés de hausse dans la température du monde. Donc ça ne va plus fonctionner. Mais ce qui est le problème, le grand défi, en même temps, la capacité de traiter cette crise est plus limitée qu'elle était il y a 10 ans à cause de cette crise financière et économique. C'est l'effet d'absorption. Ça a plusieurs aspects, et je vais être très bref parce que c'est très simple au fond. D'abord, les gouvernements, ceux qui sont responsables, s'ils se rencontrent tous les 3 semaines pour un sommet de crise, pour un sommet d'émergence sur la Grèce, Chypre, etc., c'est bien sûr, ils sont absorbés avec leur temps, avec leur capacité de gouverner, de gérer une crise par cette crise, et non plus les capacités d'investir la même énergie pour la crise climatique et environnementale. Ça se reflète bien sûr aussi au niveau des finances publiques. Si l'on dépense des milliards et des milliards pour sauver les banques, il manque de l'argent dans les caisses pour traiter les problèmes de l'environnement. Troisièmement, ça se reflète aussi dans les médias, et je crois le facteur le plus tragique, c'est que même au niveau des gens ordinaires, le sujet est en arrière. Et c'est compréhensible. Si en Grèce, un retraité ne peut plus se permettre de payer ses médicaments et risque de mourir, il ne s'occupe pas tellement des questions de l'environnement. Donc tout ça fait l'effet de que j'appelle l'absorption. La conséquence qu'il faut en tirer pour une stratégie émancipatrice, c'est que nous, on doit montrer et aux écologistes et aux gens qui s'occupent des finances que les deux dimensions sont vraiment interconnectées intimement, et qu'on perdra de toute façon si l'on se concentre seulement sur l'un ou sur l'autre. Il n'y a pas une solution de la crise climatique s'il n'y a pas une adaptation du système financier, et l'inverse. Avec le système financier que nous avons, nous n'arriverons jamais à résoudre la crise écologique et environnementale. Donc, ça c'est important. Il ne faut pas avoir ou voir dans notre propre pratique une compétition entre les deux. Il faut que nous faisons la liaison entre les deux. Je viens à la deuxième dimension dont je parlais au début, c'est la financiarisation. Qu'est-ce que c'est la financiarisation ? Depuis les années, le début de cette décennie, on a remarqué dans le capitalisme financier une tendance, déjà avant la crise, une tendance de s'ouvrir de nouveaux espaces, de faire du profit et de spéculation, parce que les champs traditionnels ne suffisaient pas, et c'était entre autres la nourriture, l'agricole et autres.
et ils ont financialisé cela. Qu'est-ce que c'est? Un petit regard sur cette notion de financialisation. Vous connaissez tous la notion de marchandisation, c'est-à-dire la transformation d'un bien physique dans une marchandise. Et il y a beaucoup de terrains, vous le savez, où l'on combat contre cette transformation d'un bien public comme l'eau, par exemple, dans une marchandise qui est vendue sur le marché comme n'importe quoi. Donc la financialisation est quelque chose qui va au-delà de la marchandisation. Je vous raconte un petit exemple pour le faire compréhensible. Prenons un paysan qui a une tonne de pommes de terre et il veut la vendre, et si moi je veux spéculer avec ça, c'est possible. J'achète, disons pour 100 € la tonne, les pommes de terre, parce que j'attends dans 3 semaines, 4 semaines, le prix sur le marché sera 120. Donc c'est une spéculation, une forme de spéculation physique avec le bien physique, c'est possible. Mais ce n'est pas très confortable, parce qu'il faut avoir de l'espace pour garder les pommes de terre. S'il s'agit d'autres produits qui sont plus importants, il faut avoir des moyens de sécurité, ça coûte de l'argent. Et le plus grand problème, c'est après 3 mois, toutes mes pommes de terre sont pourries, et c'est terminé. Donc, qu'est-ce que je fais si je suis intelligent? Je financialise. Qu'est-ce que ça veut dire? J'achète, par exemple, et je vends un future. C'est un contrat dans lequel est écrit que j'achète dans 3 semaines, dans 6 semaines, une tonne de pommes de terre à 100 € par la tonne. Donc, et qu'est-ce que je peux faire? Je peux vendre ce contrat à quelqu'un d'autre, indépendamment du temps, indépendamment si les pommes de terre sont pourries ou pas. Et ça fait une différence qualitative. Je peux même faire une option. C'est un contrat où j'ai le choix de l'acheter le 15 août ou pas l'acheter. Ou je peux faire un swap, c'est-à-dire c'est un contrat dans lequel j'ai le droit de vendre la tonne de pommes de terre pour une tonne de tomates, par exemple. Donc c'est un swap. Et tous ces contrats sont vendus et achetés. Ça c'est le commerce, ça c'est ce que fait la spéculation financière. C'est qualitativement différent à la simple marchandisation et l'achat et la vente de biens physiques. Donc, la grande innovation, entre guillemets, du capitalisme financier, c'est maintenant de financialiser la nature dans plusieurs aspects. Ce que fait par exemple Goldman Sachs en ce moment, ils achètent du pétrole. C'est la manière classique, c'est la première dont je parlais avec mes pommes de terre. Qu'est-ce qu'une banque a-t-elle à foutre avec vendre ou acheter le pétrole? C'est une question qui se pose déjà à ce moment-là. Mais ce qui est plus important, ils vendent et ils achètent des futures, des options, des swaps et tous ces autres, on appelle ça la certification de ces produits. Et le résultat, c'est que ces produits d'énergie, souvenez-vous, je parlais de la triple crise, de la crise énergétique, donc un sujet très important, ça devient l'objet de leur spéculation avec ces instruments. Et ça, ils le font avec des forêts, ils le font avec la terre, ils le font avec les métaux et beaucoup d'autres choses. Ils vont même plus loin, ils inventent des produits qui n'existent pas. Par exemple, le CO2. À quoi sert le CO2? Est-ce qu'il y a besoin du CO2? Où y a-t-il une demande du CO2 dans le monde? N'importe. Est-ce qu'il y a un marché de CO2? Non, il n'y en a pas. Ils même inventent des marchés avec l'aide de la politique pour s'ouvrir ce champ de financialisation, de faire des profits et de spéculation. Ça n'a pas marché, nous le savons tous, que ces marchés ont craqué lorsqu'un certificat pour une tonne de CO2 a coûté 30 € il y a encore en 2006, c'est à 2 centimes maintenant. Donc vous voyez aussi, il y a non seulement
cette perversion qui est dans la financiarisation et la spéculation de la nature, il y a aussi ce système avec son instabilité, avec ses grands risques. Donc il y a deux dimensions pourquoi il faut dire non à la financiarisation. Que faire? Toutes les réformes financières qui ont été proposées par le G20 ou par l'Union européenne, quoi qu'il soit relativement ambitieuses, ne seront, même s'ils sont implémentés, ne seront pas capables de résoudre ce problème que nous avons d'avoir une finance adaptée à la solution de la crise environnementale. Parce que la transition de l'économie à une économie soutenable est un processus complexe et il coûte très cher. Nous avons en Allemagne en ce moment un exemple et une expérience très importante. Vous savez que l'Allemagne est sortie du nucléaire et jusqu'à 2020, toutes les centrales nucléaires doivent être fermées. Et il faut remplacer, ce n'est pas non seulement une question de remplacer l'énergie en total, le problème c'est que le vent est plus fort dans le nord de l'Allemagne, il est moins faible dans le sud. Alors, dans la mesure où l'on utilise le vent comme base énergétique, il faut construire et adapter les réseaux électriques qui transportent le courant, l'électricité d'Hambourg à Munich. Voilà. Il y a d'autres problèmes, je n'y entre pas, par exemple le démantèlement des anciennes centrales nucléaires, ce qui coûte énormément, 2 milliards d'euros en général pour chacune. Donc, d'où prendre cet argent? Et en ce moment, nous avons l'expérience qui a la tendance de rapporter ce fardeau de plus en plus sur les consommateurs, c'est-à-dire le prix d'électricité en Allemagne augmente en ce moment. Et en France, on dit, ah regardez, les cons, ils sortent du nucléaire, maintenant ils payent comme fou. Hein. Voilà, le problème, c'est pas celui-là, le problème, c'est que ce ne sont pas les gens qui doivent payer, c'est-à-dire qu'il faut prendre l'argent là où il est et repartir, pour ainsi dire, ce fardeau. Ça veut dire que le système et les réformes, même s'ils sont implantés, ne suffisent pas, parce qu'au cœur, au fond, ils rendent le casino plus sûr et plus stable et réduisent le risque de crise, mais on n'a pas, pour la solution de la crise environnementale, il faut fermer le casino. Pourquoi? Pas parce que nous ne l'aimons pas, parce qu'on a des ressentiments ou quoi, non, simplement parce que l'épargne et les fortunes des riches, etc., iront toujours pour investissement, au moins dans leur grande majorité, dans ce secteur du casino, et il manquera l'argent dans le secteur où il est nécessaire pour l'investissement, pour l'environnement et pour le climat. Donc, tant qu'existe le casino, nous ne pourrons pas résoudre le problème de financement de la transition économique vers une économie soutenable. En plus, il y a d'autres aspects. Il faut avoir, je crois, un secteur public très fort et très élargi, et il faut le privilégier par rapport au secteur privé pour l'avoir vraiment très fort. Et vous savez, c'est compliqué en ce moment parce que la situation légale ne le permet pas. Les règles de l'Union européenne, par exemple, mettent à pied égal le secteur bancaire privé et les banques publiques. C'est impossible, donc il faut changer cette régulation où il faut faire comme la Banque centrale européenne, il faut ignorer le règlement. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Un autre aspect, et un dernier aspect pour les alternatives qui me semble très important, et puis je termine, cette transition économique offre une opportunité énorme de créer un système énergétique décentralisé. Avec le photovoltaïque, avec les, comment ça s'appelle, les éoliennes, etc. La technologie en tant que telle permet la décentralisation, c'est-à-dire au niveau de la commune,
Au niveau communal, on peut faire beaucoup de choses sans être dépendant des grandes entreprises, des grandes transnationales, tandis que d'autres technologies comme le nucléaire avant tout, mais aussi le gaz de schiste et autres, ont le grand désavantage qu'il faut une énorme concentration de capital, donc une grande entreprise pour faire cela. Donc c'est le dernier aspect. Les banques doivent être, ou le financement, doivent être adaptés à une structure décentralisée de cette nouvelle base énergétique. Et je suis sûr, je suis convaincu, il y a des preuves et des expériences que les grandes banques privées que nous connaissons ne veulent pas et ne peuvent pas faire cela parce que cela ne rend pas suffisamment de profit. Donc, fermer le casino et faire comprendre à nos amis écologistes que s'ils aiment les arbres, les fleurs, l'air frais et l'eau pure, il faut fermer le casino pour maintenir tout ça. Il y a des expériences assez positives. En Allemagne, il y a le système des caisses d'épargne qui sont très importants encore aujourd'hui dans notre système financier. Ils font pratiquement pas de spéculation. Ils sont un facteur important et ils n'ont pas été affectés directement par la crise, ce qui montre que ce système est stable. Donc il y a un type, si l'on veut, de banque qui serait acceptable pour nous. En plus, si l'on ferait des réformes avec ces banques, avec une participation plus large, une participation citoyenne, ce qu'on appelle en anglais stakeholder, je ne sais pas ce que c'est en français, donc avec une démocratisation de ce système, ce qui va un peu dans la direction de ce qu'a dit Elsa. Ça existe déjà, si la politique en général privilège ce système et s'il réprime le secteur de banque, d'investissement / spéculation, je crois que ça va être un pas très important en avant.